a quand même un énorme ancrage dans les soins palliatifs, qu'elle continue d'ailleurs à poursuivre à travers les interactions avec les médecins de l'unité palliatif de la clinique où elle travaille, de la clinique de la Toussaint à Strasbourg. Et donc, comme chaque année, nous attendons tous avec beaucoup d'impatience ce petit grain à moudre et puis des pistes de réflexion d'Anna qui vont nous nourrir au moins avec ses références bibliographiques pendant quelques mois, parce que c'est vrai qu'elle travaille beaucoup pour mettre à jour et réaliser cette revue de la bibliographie. Mais ce qui est important, et on ne le dit pas assez, c'est que nous amenons avec nous, chacun dans sa pratique et dans son quotidien, aussi énormément de ces pistes de réflexion et de ces articles. Donc, à toi, Anna. Oui, merci beaucoup de me suivre et de me réinviter chaque année. Parce que, en plus, comme vous le savez, au moins ceux qui me connaissent, moi c'est surtout la pharmaco, les médicaments, la vraie médecine. Qui m'interpelle et qui me fait parfois réfléchir, donc je vais vous en faire part. Alors, tout d'abord, je voudrais vous parler du tapentadol, le médicament qui nous avait été déjà annoncé en 2011 et qui, après, avait disparu des radars, qui, paraît-il, est de nouveau en train d'arriver en France avec une AMM qui, si je ne me trompe pas le coup, est maintenant obtenue dans la douleur cancéreuse. Le tapentadol, c'est une molécule qui est un tout petit peu proche, mais sans être la même chose du tramadol. C'est une molécule qui a une double action, une action comme agoniste des récepteurs mu pré- et postsynaptiques. Donc, c'est une action comme tous les opiacés classiques, donc sur les récepteurs mu. Et le deuxième mode d'action, c'est l'inhibition de la récapture de la noradrénaline. Et là, c'est la différence avec le tramadol. Le tramadol inhibe aussi la récapture de la sérotonine. Là, dans le cas du tapentadol, nous sommes uniquement sur la noradrénaline. Et donc, c'est un médicament qui inhibe la récapture. Alors, de là, en fait, nous avons dans une seule molécule deux modes d'action. Le mode d'action comme agoniste du récepteur mu, avec toutefois une affinité pour le récepteur mu 5 fois inférieure de celle de la morphine. C'est un opiacé 50 fois, j'ai dit 5 fois, oui. 50 fois inférieur, donc c'est un opiacé pas fort, faible à moyennement fort. Et deuxième mode d'action, donc un inhibiteur de la récapture de la noradrénaline, c'est-à-dire c'est une molécule qui intervient dans les voies descendantes, inhibiteur de la douleur, qui agit via les récepteurs alpha-2 des récepteurs et qui semble intervenir dans une activité plutôt qui peut intervenir aussi dans les douleurs neuropathiques par cette activité et être anti-hyperalgésique, anti-allodynique. Alors, ce tapentadol, comme je disais, pas d'activité sur la récapture de la sérotonine, une biodisponibilité de 32%, donc c'est un assez important premier passage hypothétique, une Cmax en 1,5 à 6 heures, avec une vie autour de 4 heures, un métabolisme hépatique, apparemment pas de métabolite actif, une excrétion rénale
je n'ai pas trouvé de réponse claire. Est-ce qu'il y a un effet plafond? C'est une question qu'on se pose, évidemment, avec des molécules, avec des opiacés faibles. Cette molécule a été validée d'abord dans la douleur aiguë, dans l'arthrose, dans la douleur dorsolampaire et dans les interventions de hallux valgus, avec des posologies autour de 50, 75, 100 mg en libération immédiate, qui ont été comparées à de l'oxycodone en libération immédiate, 10 à 15 mg. Après, elle a été aussi testée dans la douleur chronique avec une formulation à libération prolongée qui est, si je ne me trompe pas beaucoup, celle qu'on va aussi avoir en France. Et ça a été comparé, là aussi, à l'oxycodone, 20 à 50 mg 2 fois par jour en libération prolongée. Toujours sur des douleurs non cancéreuses, ces études, et ça c'était l'état en 2011. Et d'après ce que j'ai compris, en fait cette molécule n'a pas été commercialisée en France, contrairement aux autres pays européens où on peut déjà l'avoir, parce qu'il n'y avait pas d'études dans la douleur cancéreuse. Alors, on va y venir tout de suite. Tout d'abord, ce qui semble important pour le tapentadol, la façon dont il se positionne, qui ne fait pas mieux que l'oxycodone ou d'autres opiacés, mais en fait l'avantage, ce serait moins d'effets secondaires. Donc là, vous avez l'ensemble des analyses, des études, ceux-là que je viens de vous montrer. On en a fait une analyse des effets secondaires. Et il paraît que le tapentadol, ici en violet, a quand même un profil particulièrement avantageux pour les nausées, les vomissements, et aussi un peu pour la somnolence et la constipation. Donc, c'est sur le créneau des effets secondaires que ce tapentadol veut faire la différence. Alors, là, je vous ai apporté une étude de 2010 qui est en fait une méta-analyse de deux études, de deux ou trois études qui concernaient à la fois l'arthrose du genou et la douleur lombaire. Donc c'était des patients qui ont d'abord eu un wash-out et qui ont après eu 3 semaines de titration, soit avec de l'oxycontin, soit avec du tapentadol. Et donc, après la titration, ils devaient être bien équilibrés pour leur douleur. Et à ce moment-là, ils rentraient dans le corps de l'étude qui, lui, durait pendant 12 semaines. Et à ce moment-là, il y a eu une nouvelle randomisation. Ceux qui étaient sous tapentadol ont été randomisés pour recevoir soit du tapentadol, soit du placebo. Alors que ceux qui étaient sous oxycodone, ils continuaient sous oxycodone. Tout ça, évidemment, les molécules n'étaient pas connues ni de l'investigateur, ni du patient qui les prenait. Alors, il y a eu au départ 3000 personnes qui sont entrées dans les études. Il y a des chutes énormes. Donc là, il y a à ce stade-là 990 dans la branche, dans le bras placebo, 978 dans le bras tapentadol et presque 1000 dans le bras oxycontin. On finit l'étude, à peu près 60% des patients inclus, sauf pour l'oxycodone, où c'était uniquement un petit 40%. Alors, les gens ont diminué
Dans le bras placebo, les gens ont arrêté l'étude dans le bras placebo, ça ne nous étonne pas du tout, à cause d'un manque d'efficacité. Et dans le bras tapentadol et dans le bras oxycontin, pour les effets secondaires, ceci dit, les effets secondaires, ici tapentadol 18%, bras oxycontin 39%. Ça c'est toujours la même étude. Qu'est-ce que je vais vous montrer là? Ah oui, il s'agit des scores de la douleur. Donc ça c'est le score douleur sous placebo à l'inclusion. Ça, en fait, c'est les scores douleur à l'inclusion que nous avons ici et l'ensemble donc des patients qui ont été inclus dans cette étude. Et là, nous avons le changement du score de la douleur. Donc ça, c'est le changement du score de la douleur. Donc on voit ici, ça c'est le moment du début de la titration. Donc pendant la titration, le score diminue. Et puis après, nous avons les 12 semaines de traitement, en sachant que dans le groupe placebo, durant la titration, il a eu du tapentadol. Et après, il était randomisé. Et donc, il y a eu soit du tapentadol, donc ici, le groupe, la courbe verte, soit ces patients-là ont été passés au placebo. Moi, je suis toujours vraiment interpellée et frappée par l'effet placebo, parce que vous voyez quand même que ces patients-là, pendant 12 semaines avec du placebo, ils ont quand même en moyenne un score de la douleur inférieur de 1,5 points, juste en prenant du placebo, parce qu'évidemment, ils ne savaient pas. Bon, c'est classique, c'est connu, mais quand on le voit de façon aussi évidente, je trouve que c'est toujours étonnant. Donc, pour l'ensemble de ces patients, il y a eu un changement du score de la douleur entre 2 et 2,5 points en moins. Et pour le tapentadol et l'oxycodone, on peut dire que les courbes sont à peu près les mêmes, les scores sont égaux. Là où il y a une différence qui est significative, c'est pour les effets secondaires. Sous tapentadol, on a beaucoup moins d'effets secondaires gastro-intestinaux, 42%, alors que sous oxycodone, 65%. C'est une différence qui est significative. Effets gastro-intestinaux, vous voyez bien, ça implique tout, entre la nausée, la constipation, les vomissements, la bouche sèche, la diarrhée, tout y est. Pareil, il y a une tendance qui n'est pas significative pour les symptômes nerveux, essentiellement la somnolence, les vertiges. Donc là, les chiffres sont, il y a une tendance, mais c'est pas significatif. Et pareil, il y a une tendance pour le prurite, mais qui n'est pas significative. Il y a quand même seulement 5% des patients qui ont eu un prurite sous tapentadol et quand même 13% des patients sous oxycodone. Et quand on a posé à ces patients la question, mais globalement, est-ce que votre situation s'est un peu améliorée, beaucoup améliorée, vraiment énormément améliorée? On voit ici que l'amélioration match improved pour le tapentadol, c'est quasiment équivalent
à celle de l'oxycodone, alors que pour le placebo, ça ne nous étonne pas, les scores sont moindres. Donc en fait, le message, là où je pense que ce tapentadol a ses forces, c'est qu'à efficacité égale à certaines doses d'oxycodone, on peut s'attendre éventuellement à avoir moins d'effets secondaires. Alors, pour l'AMM en France, il y a eu donc cette étude sur la douleur cancéreuse, avec donc, des patients qui étaient randomisés dans un premier temps dans un groupe tapentadol ou dans un groupe morphine LP, morphine sulfate. Cette période-là, il y a eu une titration pendant 2 semaines, donc ça a duré 12 semaines, et à ce moment-là, il y a eu encore une fois une randomisation, et de nouveau le même principe, le groupe tapentadol a été splitté, a été divisé en un groupe sous tapentadol et un deuxième groupe sous placebo, alors que ceux sous morphine, il y avait une procédure de randomisation pour que tout reste blindé, mais il restait comme avant sous morphine. Tous ces patients, ils avaient un dosage fixe qui était déterminé au moment de la titration, donc le dosage fixe du médicament à prendre, mais ils pouvaient, pendant toute la durée de l'étude, avoir des entredoses de morphine à 10 mg. Donc si la douleur était trop importante, ils pouvaient avoir 10 mg de morphine à la demande. Alors, qu'est-ce qu'on a évalué? Le nombre de répondeurs à la fin de l'étude. Alors, les répondeurs étaient définis pour des personnes qui avaient une EVA inférieure à 5 et qui ne prenaient pas plus que 2 entredoses par 24 heures. Après, il y a eu bien sûr évaluation de l'intensité de la douleur, combien d'interdoses ont été utilisées et les effets secondaires. Alors, au début, il y avait donc 505 patients qui ont été inclus, 333 dans la planche, dans le bras tapentadol et 158 dans le bras morphine. Ils ont complété leur titration, il y avait 279 versus 129, et là, donc, il y a eu de nouveau une nouvelle randomisation. En sachant que la particularité de ces études, et sur le plan statistique, je comprends, il y a certainement des gens qui comprennent beaucoup mieux que moi. Ceux qui n'étaient pas calmés, qui n'avaient pas de soulagement pendant la titration, mais ils sortaient de l'étude pour défaut d'efficacité. Donc ici, il y a 48 patients qui sont sortis de l'étude pour défaut d'efficacité. Et en fait, ici, la branche, il n'y a que des patients répondeurs dans un premier temps au tapentadol, ainsi que ici en morphine sulfate. Alors ce que j'ai lu dans le descriptif de cette étude, c'est que ça se rapproche beaucoup plus de notre clinique. C'est que de toute façon, on a toujours des patients qui répondent pas à une molécule, et donc l'étude devient plus lisible si on les sort. Donc c'est le but de cette affaire-là. Et donc, il y a ici cette deuxième randomisation où on a donc divisé la branche
tapentadol, entre tapentadol et application de placebo. Donc ça, c'est ce que je disais, les non-répondeurs, ici, ont été sortis. Il y avait 48 sur 61 qui terminaient l'étude à ce moment-là. Alors, ici, nous avons les différents patients avec la composante de leur douleur, la douleur nociceptive neuropathique ou viscérale, ce qui faisait partie de l'évaluation. Ce qui m'a frappé ici, c'est que dans le tapentadol, on a une relativement une bonne réponse pour la douleur neuropathique, avec quand même 73% de patients répondeurs. Je vous rappelle, répondeurs, EVA inférieur à 5 et pas plus que 2 entre-doses par 24 heures. Et ça, c'était les répondeurs dans la deuxième phase de l'étude. Il y avait donc le tapentadol de 129 patients qui utilisaient une dose médiane de 300 mg. C'était 76% des patients inclus. Là, il y avait donc 93% des patients inclus sous opiacés. Je dirais que l'efficacité des deux molécules est à peu près, paraît-il, la même, avec une analgésie qui tourne autour de 1 à 2. Pendant la durée des 12 semaines de l'étude, donc, il y avait, pas étonnant, dans la branche placebo, que 55% de répondeurs EVA moins de 5 et pas plus que 2 entre-doses, donc ce qui fait 50% de répondeurs, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Après, dans la branche tapentadol, il y avait 62% de répondeurs et dans la branche morphine, 69% de répondeurs. Et là, on voit les EVA. EVA au moment du départ, au moment de l'inclusion dans l'étude, ils étaient tous autour de 6. Et au moment du début de la période de maintenance, ils étaient autour de 2,28, 3,14, 2,93, donc assez proches les uns des autres. Ce que je n'ai pas trouvé dans cet article, c'est l'intensité de la douleur à la fin de la période de maintenance. Ça, c'était pas noté. Finalement, ce qu'on peut dire, il n'y a pas de différence significative dans l'évaluation de la douleur durant la période de maintenance entre le groupe placebo et le groupe tapentadol. L'utilisation des interdoses par les répondeurs durant la période de maintenance, ils prenaient en règle entre 1 et 2 entre-doses. De toute façon, à partir de 3 entre-doses, ils étaient classés comme non-répondeurs. Et il y avait entre 72 et 61% des patients qui faisaient utilisation des entre-doses. Alors, la conclusion peut surprendre. La conclusion de cette étude, c'est que l'efficacité du tapentadol sur la douleur n'est pas inférieure à celle de la morphine. De toute façon, l'idée, c'est pas de faire mieux. En tout
tout cas pas pour la douleur, mais ce qu'ils veulent montrer avec ces études, c'est qu'ils ne sont pas inférieurs à la morphine. Et ça, effectivement, il n'y a pas de différence significative pour la douleur, pour l'utilisation des entredoses, etc., entre le tapentadol et la morphine. Là où, dans les études, on y insiste, c'est qu'il y a nettement moins d'effets secondaires. Ici, de nouveau, nettement moins d'effets secondaires gastro-intestinaux, en sachant que le rouge, c'est le tapentadol, le vert, c'est la morphine, et aussi, donc ça, c'est la période de titration, où cet effet est particulièrement visible. Et ça, c'est la période de maintenance, mais où les effets secondaires, comme ça se passe dans la clinique, se passent, ils sont moins importants. Après, c'est la dernière étude pour ce tapentadol. Encore la question, mais qu'est-ce que ça fait dans la douleur neuropathique? Douleur neuropathique, où a priori, si j'ai bien compris, on n'aura pas l'AMM en France, parce qu'en France, la molécule va avoir une AMM pour la douleur cancéreuse. Donc là, pareil, il y a eu, donc, dans un premier temps, une titration qui dure 3 semaines. Après, il y a une randomisation entre tapentadol et placebo, avec une phase de traitement de 12 semaines. Là aussi, de nouveau, ce qui frappe, c'est beaucoup d'abandon, mais encore une fois, avec cette politique de faire des études, que les patients qui n'ont pas d'efficacité sous cette molécule, mais ils sont sortis de l'étude avant la randomisation. On garde que des patients qui ont déjà, dans la phase de titration, une bonne efficacité sur la douleur. Tous les autres, si vous les voyez, la efficacité, ils sont sortis. Et donc le match, après, se jouera uniquement entre les répondeurs, et ces répondeurs, eux, vont être divisés en bras actifs et en bras placebo. Jusqu'à la fin de l'étude, il y a encore une fois pas mal d'abandons, 30%. Je suis toujours, ça aussi, ça me frappe, le nombre d'abandons dans ces études.